Bonsoir à toutes et à tous. Les marketplaces deviennent des plateformes communes regroupant les marques, les locataires et les propriétaires. Elles sont de plus en plus présentes en France. Elles ont mis en avant toutes les options disponibles qui pourraient servir la marque. Donc ce soir, je discute avec Pierre-Luc, PDG et fondateur de la Deventure. Le premier marketplace en France qui propose des espaces qui peuvent se louer et ceci se fait gratuitement sur la plateforme. Et donc, j'attends à ce que Pierre-Luc se connecte avec moi. Hello! Et donc, on attend. Hop, c'est bon! Bonjour Galia. Bonjour! Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci pour cette invitation. Et merci d'avoir accepté en fait de me rejoindre ce soir. On a plein de choses à discuter et beaucoup de choses à se dire concernant les pop-up stores et surtout la devanture. Donc, je te donne la parole pour nous expliquer tout d'abord ce que c'est la devanture, ce concept, et quels sont les services proposés. Très bien. Alors, pour le présenter de manière très simple, on est une plateforme de location qui connecte d'un côté tous les individus, que ce soit des marques, des artistes ou des particuliers qui veulent partager une passion, et de l'autre côté, des propriétaires d'espace dans le cadre de location de court terme, donc soit pour des pop-up stores ou d'autres types d'événements éphémères. Et on s'est lancé il y a 2 ans et demi maintenant, d'abord sur Paris, parce qu'on avait une connaissance de cette ville-là. Et finalement, on a accompagné après pas mal de clients, donc on s'est étendu dans le reste de la France et aujourd'hui, on est un peu partout en Europe. Très bien, on va parler de tout ça en détail. À part cette plateforme en fait qui relie les marques ou les locataires avec des propriétaires, est-ce que la devanture propose d'autres services qui pourraient compléter l'offre proposée, l'offre initiale? Oui, alors, donc évidemment, notre cœur de métier, c'est justement de conseiller les marques finalement pour trouver les meilleurs emplacements. Et donc, sur notre site, on a plusieurs centaines d'emplacements, notamment à Paris et dans d'autres villes. Et après, au-delà de ça, on est aussi capable de les accompagner sur d'autres pans du pop-up store. Et on est capable de les accompagner notamment, ce qui est de plus en plus demandé par les marques DNVB, sur toute l'analyse finalement des données sur les comportements de leurs clients lors d'un pop-up store. On est capable aussi, on a des partenariats également pour tout ce qui est scénographie, donc tout le parcours client finalement dans le pop-up, mais également la vitrophanie pour mettre en avant de jolies devantures, pour ne pas citer ma boîte. Voilà, et également tout ce qui est mise à disposition de personnel temporaire, parce que, comme tu le sais, tu es expert dans le domaine, mais souvent il y a beaucoup de marques DNVB qui font des pop-up stores à travers la France. Et dans ce cas-là, ils ont besoin d'avoir des personnes qui peuvent connaître leur marque et vendre leur marque dans des villes un peu en dehors de Paris également. Et c'est parfois une difficulté pour elles. Donc on est capable de les aider là-dessus aussi. Donc, on est vraiment sur un accompagnement d'une marque qui souhaite non seulement venir s'installer dans un emplacement que vous proposez sur la plateforme, mais aussi de compléter son projet inside out, dedans, avec l'atmosphère, le parcours client et peut-être en l'accompagnant avec de l'événementiel. Exactement. Et donc, ce sujet de pop-up store devient de plus en plus connu en France et dans le monde entier. À ton avis, pourquoi ces magasins éphémères deviennent des canaux de distribution ou de communication de plus en plus recherchés? Alors, pour être totalement honnête, quand on a lancé la devanture, on n'avait pas la conscience que c'était une vraie tendance de fond. Aujourd'hui, on le sait. Mais au départ, on s'était plus axé sur tout ce qui est mode.
et notamment sur les Fashion Week. Donc, en fait, qui étaient des événements récurrents, 4 fois par an, finalement, ça permettait à des propriétaires d'espace, et notamment des galeries d'art au départ, d'avoir un complément de rémunération en dehors de leur métier de galériste. Donc voilà, après, il y a eu de plus en plus des propriétaires d'espace qui ont mis leur lieu en location éphémère à l'année, comme on peut le faire sur Airbnb avec un appartement, parce que ça leur donnait plus de flexibilité et vu les tarifs pratiqués à certaines périodes de l'année, ça leur permettait d'être plus rentable également que sur un bail long terme. Donc ça, c'était côté propriétaire. Après, côté client, il y a plusieurs aspects. C'est que déjà, notamment en France, il y a une rigidité juridique avec les baux long terme qui fait que c'est très engageant de prendre une boutique en bail 369 sur 3, 6 ou 9 ans. Et donc finalement, la flexibilité qu'offre le pop-up store permet parfois de tester des emplacements pour les marques avant de s'engager sur un bail long terme. Et au-delà de ça, il y a aussi de plus en plus de marques qui se créent avec des moyens peut-être un peu plus limités. On a besoin de moins d'argent aujourd'hui pour créer une marque. Et surtout qui après réussissent à créer une communauté en ligne. Mais une fois que cette communauté est créée, il y a ce besoin finalement de rencontres physiques qui existe. Et dans ce cadre-là, le pop-up store est un moyen idoine finalement pour créer le lien avec la communauté de la marque. Très bien. Donc, un pop-up store est très agile, oui. Et avec ces locations éphémères, on est en train de répondre à des besoins que les marques ont aujourd'hui sur les marchés en termes d'emplacement et en termes de facilité en fait de location. Donc, parlons un tout petit peu de ces emplacements. Quel type d'emplacements sont proposés sur la plateforme? Est-ce qu'il y en a des différentes catégories d'emplacements aujourd'hui proposés sur la devanture? Oui, ouais, alors tout à fait. Il y a plusieurs typologies d'emplacements. Donc, sur les boutiques en elles-mêmes, il y a ce qu'on appelle des espaces premium qui sont très bien localisés où la marque va pouvoir bénéficier d'un passage important et des espaces qui sont un peu plus secondaires. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des demandes pour ces deux typologies d'espaces. Effectivement, si vous êtes une marque qui n'est pas très connue encore ou qui n'a pas une communauté en ligne qui est très importante, disons que prendre un emplacement premium, quand bien même le tarif est plus élevé, c'est clé dans la réussite de votre pop-up store. Après, ça dépend toujours de ce qu'on définit comme étant la réussite d'un pop-up store. Est-ce que c'est uniquement le chiffre d'affaires ou est-ce que c'est plutôt une certaine notoriété? Il y a plusieurs critères selon la marque qui va faire un pop-up. Mais néanmoins, dans ce cas-là, c'est vraiment, on va plutôt orienter les marques vers un emplacement premium en leur disant, certes, vous allez peut-être payer un peu plus cher, mais vous allez avoir beaucoup plus de succès et beaucoup plus de ventes. Derrière, des marques ou des artistes parfois, parce qu'on travaille aussi avec des artistes qui ont des marques, typiquement DJ Snake, on fait à chaque fois ces pop-up stores quand il vient à Paris. Dans ce cas-là, l'emplacement premium n'est pas vraiment clé. En fait, ils veulent juste avoir un lieu qui est bien localisé, proche des transports, mais ils ne vont pas du tout bénéficier du plaçage dans la rue, ils n'en ont pas besoin parce que leur communauté est tellement forte et ils communiquent extrêmement bien sur les réseaux sociaux pour leur parler de leur pop-up store qu'ils préfèrent économiser sur le tarif de location et prendre parfois des espaces un peu plus atypiques et moins bien localisés, mais ils auront un succès énorme. Donc ça, c'est au niveau des clients, enfin des clients des marques, parce que nous, finalement, on a deux typologies de clients. On a les marques, mais on a aussi les propriétaires d'espace, qui sont aussi nos clients. Et au niveau des propriétaires d'espace, on a aussi des typologies un peu variées. C'est que quand on s'est lancé, on était beaucoup sur les galeries d'art, parce qu'elles sont très bien localisées, parce qu'entre des expositions, c'est souvent pertinent pour eux. Ils ont des périodes finalement de latence et c'est pertinent pour eux de mettre à disposition leur galerie. Et parce que c'est un métier qui peut être difficile, galeriste d'art, et avec une certaine saisonnalité. Et donc, ça avait du sens de faire des pop-up stores. Mais on a énormément fait varier cette typologie de propriétaires. Donc, comme je te le disais, il y a également des espaces qui sont uniquement dédiés au pop-up. Il y en a beaucoup dans le Marais, notamment, pour parler uniquement de Paris. Mais c'est le cas dans toutes les grandes villes d'Europe et du monde, pour le coup. Et au-delà de ça, il y a aussi, on travaille de plus en plus avec les centres commerciaux, mettre à disposition des espaces pop-up. Eux, c'est pas vraiment pour le complément de rémunération, mais c'est pour faire vivre leur centre commercial et pour attirer une nouvelle clientèle qui a envie d'avoir de nouvelles expériences, de nouveaux événements. Et donc là, on travaille avec eux parce qu'on est capable d'atteindre des marques qu'eux n'atteignent pas. C'est pour ça qu'il y a un vrai sens à cette relation.
Et finalement, il y a une dernière typologie aussi de propriétaires d'espace, c'est les lieux vacants, finalement, entre deux baux long terme. Et dans ce cas-là, on a des partenariats avec des agences immobilières qui nous permettent, au-delà des lieux qu'on peut trouver sur notre site, de proposer à nos clients et à nos marques des lieux qui tournent et qui peuvent être extrêmement bien localisés, mais qui vont être disponibles pendant 3-4 mois avant de repasser en bail long terme. Donc, et pour les agences immobilières, ça a beaucoup de sens parce qu'à la fois, ça leur fait une certaine rémunération et pour le bailleur également, ça fait une certaine rémunération, mais également pour les lieux sur lesquels ils ont du mal à avoir un nouveau bail long terme, ça peut servir de test pour les marques avant de s'engager sur un bail long terme. Donc, D'accord. vraiment, c'est des C'est relations, un win-win. C'est un win-win pour les deux parties. c'est des relations d'acteurs dans ce milieu-là. Et Pierre, euh, si aujourd'hui un espace est là et on doit le louer, est-ce qu'on peut le louer à l'année avec les mêmes tarifs ou est-ce qu'il y aurait des différences de prix suivant la saisonnalité? Alors, la saisonnalité peut jouer selon les lieux. Donc, disons que dans des grandes villes françaises, type Bordeaux, Nantes ou Lille, on va avoir à peu près des tarifs équivalents tout au long de l'année parce qu'il n'y a pas de Fashion Week. Par contre, sur les fêtes de fin d'année, généralement, il y a un tarif qui est un peu supérieur. Pareil, Mhm. Strasbourg, parce que Strasbourg, il y a le marché de Noël qui draine énormément d'activités. Et dans ce cas-là, les tarifs vont être supérieurs. Si on va sur Paris, il va y avoir également une saisonnalité liée au Fashion Week. Sur les périodes de Fashion Week, les tarifs sont beaucoup plus élevés que le reste de l'année. Bon, même si, D'accord. vu la situation actuelle, la Fashion Week de juin a été annulée, ce sera probablement pareil pour septembre. Néanmoins, historiquement, les tarifs sont plus élevés sur les Fashion Week. Et après, il y a d'autres types d'événements, par exemple à Lille, la Grande Braderie en septembre, qui peut entraîner des augmentations de tarifs. Donc non, les tarifs varient au cours de l'année. Et au-delà de ça, ce qu'on fait assez bien, je pense, à la devanture, c'est qu'on a une vraie relation de confiance avec les propriétaires d'espace. Et parfois, quand un espace est disponible au dernier moment, ou alors qu'un client s'est désisté, qu'il soit passé par la devanture ou ailleurs, hein, ça arrive, on n'a pas forcément d'exclusivité avec les propriétaires d'espace, ça dépend. Et ben, on va pouvoir avoir des tarifs un peu promotionnels en dernière minute pour des marques qui se disent voilà, j'aimerais bien faire un événement et peut-être avoir un tarif plus avantageux parce que j'ai pas le budget pour avoir ce lieu-là à un autre moment de l'année. D'accord. Donc, si une marque souhaite aujourd'hui s'engager dans un espace, il n'y a pas un temps limite pour cet engagement. Elle peut tout à fait prendre cet espace 2 ou 3 mois avant son projet, ou si l'espace est vacant et disponible, elle peut le louer la veille et venir s'installer le lendemain. La veille, ça fait court parce que pour le coup, à vrai dire, déjà pour contractualiser finalement l'accord, il faut quand même la signature des deux parties et le versement d'un acompte et du solde. Et au-delà de ça, surtout, il faut que la marque puisse communiquer sur son événement. Parce que si elle loue un espace et qu'elle fait son événement le lendemain, elle n'aura pas eu le temps de communiquer suffisamment sur ses réseaux sociaux et ça sera assez difficile finalement d'en faire un succès. Donc, je pense que le minimum pour préparer un pop-up est quand même 2 semaines à l'avance euh, pour le préparer bien. Mais au-delà de ça, en effet, avec seulement 2 semaines, parfois on peut avoir des lieux. Par contre, pour les marques qui veulent être sur les Fashion Week, je vous conseille vraiment pas de chercher 2 semaines à l'avance un lieu. Ça se prépare plutôt 6 mois, voire un an à l'avance. Donc, Donc, il y en a deux questions très importantes. Tout d'abord, ce processus de demande de location et de confirmation d'espace, c'est un processus qui peut aller jusqu'à 2 semaines. Donc, tu as déjà parlé de tout ce qui est légal, les paiements, etc. Donc, qu'est-ce qui rentre dans ce jeu de location d'espace? non, là, quand je te disais 2 semaines, c'est vraiment pour pouvoir communiquer dessus. En soi, nous, on est capable de faire une réponse en 2 heures sur une demande d'espace et de signer le contrat dans la journée. C'est plus pour le succès pour la marque, hein. C'est très fluide, hein, la location d'un pop-up store. Avec la plupart des propriétaires, on a des modèles types de contrats qu'on fait très rapidement et la facturation également est automatisée. Mais
mais du coup, non, c'est pas nécessairement 2 semaines. Quelle était ton autre question? Mon autre, ça c'est important parce que la plupart du temps, les marques pensent que la location d'un magasin éphémère ou d'un espace est tellement facile, on le communique tellement facilement comme c'est tu peux louer avec un clic. Peut-être oui, les plateformes aident les marques à faire cette location d'une façon très facile, mais il faut toujours noter qu'il y en a derrière quand même de l'administratif. Il y a de l'administratif et surtout, nous, on encourage les clients à aller visiter les lieux, Oui. à aller rencontrer le propriétaire, à voir si finalement le passage leur convient bien. Notre objectif, c'est que tout le monde y trouve son compte. Et on a un positionnement vis-à-vis d'autres plateformes qui étaient préexistantes à la nôtre, qui est un peu différent. Donc on n'est pas dans un modèle comme peuvent être certains concurrents, en voulant être le Airbnb du pop-up store. Nous, on pense qu'on va être tout sauf le Airbnb du pop-up store, parce qu'on ne loue pas un pop-up store de la même manière qu'on loue une chambre sur Airbnb. L'emplacement est clé, ça se joue parfois à une rue, parfois à un numéro dans la rue. Et nous, notre objectif, c'est pas uniquement de faire une location one shot et que finalement le client soit insatisfait derrière, c'est de créer des relations vraiment pérennes avec nos clients. Et c'est comme ça qu'on est rentable parce que on a un modèle d'affaires également sur lequel on a une commission moindre que celle de nos concurrents parce que notre modèle fonctionne sur la récurrence et ça fonctionne plutôt bien comme ça. Donc non, on encourage vraiment nos clients à avoir un contact avec le propriétaire, à bien étudier les plans qu'on leur envoie, faire des visites soit physiques, soit par 3D s'ils n'ont pas la possibilité d'aller dans la ville donnée avant leur événement. Et comme ça, on peut vraiment avoir un pop-up store qui a du succès. Donc, ça répond donc partiellement à la question. Le fonctionnement de la plateforme, donc, comment le client ou la marque pourrait savoir si le prix affiché de ce bien est le prix qui doit être payé ou bien doit-elle ajouter une certaine commission due à cette intermédiation de la plateforme? Alors, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que on a beaucoup d'accords avec des propriétaires d'espace pour que le prix payé en direct ou le prix payé via notre plateforme soit le même. En fait, c'est les propriétaires d'espace avec qui on a noué des relations qui acceptent de réduire légèrement leur marge Mhm. pour verser une partie parce qu'on leur apporte des marques supplémentaires, parce qu'on leur apporte une facilité également au niveau de la facturation et de la contractualisation. Et on a cette relation vraiment vertueuse, comme je te le disais auparavant, qui fait que les tarifs vont être les mêmes. Donc non, quand on voit un tarif affiché sur notre site, on n'aura pas de commission derrière qui va arriver, comme ça peut être assez déceptif sur les sites notamment d'achat de billets d'avion, des choses comme ça, où on se retrouve à la fin avec un tarif supérieur à ce qui était annoncé. Donc non, il n'y a pas cet élément déceptif du tout. Donc il y a un prix de base qui est affiché sur le site. On est en train de développer un outil vraiment de yield management qui va permettre, selon les saisonnalités et selon le taux de remplissage des différents espaces, d'afficher un prix un peu plus variable. Mais au-delà de ça, il y a également, et ça, il faut toujours garder en tête, la possibilité de négocier finalement les tarifs. Mm. C'est-à-dire que si on fait un pop-up store qui va durer 3-4 mois, même si on affiche un tarif mensuel à, je sais pas, 5 000 euros, sur 3-4 mois, généralement, le propriétaire va peut-être consentir à un prix un peu inférieur au mensuel. Donc, on est aussi là, en tant qu'intermédiaire, c'est aussi une de nos valeurs ajoutées, c'est qu'on peut servir de tampon finalement entre d'un côté les marques et les propriétaires. Alors évidemment, sans aller dans des exagérations de baisse de tarifs. Oui. Mais, voilà, notre but, c'est que chacune des parties y trouve son compte. Et donc, on est aussi là pour aider dans les négociations. Quand des marques sont un peu juste niveau budget, mais qu'elles veulent vraiment un espace, on essaie de négocier ça aussi avec les propriétaires. Très bien. En termes de marques, quelles sont les marques qui tendent de plus aujourd'hui vers des projets de magasins éphémères? Est-ce qu'il y a une tendance en fait de marque, d'industrie, luxe ou créateur? Et après, une tendance vers un emplacement physique sur rue ou dans un centre? Alors, honnêtement, maintenant, toutes les marques, dans toutes les industries, font du pop-up store. De la petite marque ou même
de la personne semi-professionnelle qui veut partager sa passion jusqu'au grand groupe du CAC 40 ou du SBF 120. Toutes les marques ont du pop-up store. Il y a des pop-up stores pour Cartier, il y a des pop-up stores pour Chanel. On travaille régulièrement avec LVMH également. On travaille aussi avec des grands groupes automobiles pour des lancements de voitures, des choses comme ça. Donc là-dessus, tout le monde a vocation à faire de l'événementiel. Les objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Mais si on devait donner ce qu'on s'imagine le plus sur les pop-up stores, c'est un peu les DNVB. C'est les marques type Dan, Balzac, Louis Vuitton qui fonctionnent beaucoup sur leur communauté et sur le modèle du pop-up store. Ils ont parfois une boutique en Buy 369 et derrière, ils font des pop-up un peu partout. Donc ça, c'est les demandes typiques. Et c'est d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur comment nous, on a évolué avec notre offre. C'est qu'au départ, on était uniquement vraiment sur la location de l'espace et à essayer de faire cette intermédiation. Et derrière, on a réussi à recruter et à intégrer des personnes qui viennent de ces marques-là, qui ont ces connaissances des DNVB et qui permettent au mieux maintenant de comprendre les besoins des Cézanne, des Balzac, des Louis Vuitton et de proposer les meilleurs espaces et les meilleurs services additionnels avec les heatmaps, avec les comportements des clients au sein des pop-up. Donc, voilà. D'accord. Les grandes marques, est-ce qu'elles allouent des budgets plus importants sur leur pop-up en termes de choix d'emplacement et tout ce qui est décor événementiel que les petites marques ou les marques créateurs? Oui, il y a en effet beaucoup de typologies différentes de clients. Donc, les grosses marques, soit on les a en direct, soit on les a via des agences événementielles, type Havas, type Hopscotch, type Publicis. Et dans ce cas-là, elles sont accompagnées, en effet, ils ont un budget. Et finalement, la location d'espace, c'est pas une commodité, parce que c'est quand même très important dans le succès du pop-up, mais c'est qu'un aspect, finalement, du pop-up store dans son ensemble. Et l'expérience qui va être vécue à l'intérieur du pop-up joue énormément. Et donc, dans ce cas-là, on travaille en partenariat justement avec ces grosses agences et nous, on les aide sur uniquement la recherche d'emplacement là-dessus. De l'autre côté, en effet, les DMVB vont allouer un certain budget et après, vont peut-être avoir besoin d'être accompagnés sur certains aspects. Ils vont justement sur ces services de data analytics, de mise à disposition de personnel temporaire. Donc, selon la structuration de leur entreprise, savoir si elles ont ces capacités en interne ou pas. Et les petites marques, en général, vont plus sur le budget alloué au pop-up store, ça va surtout être le lieu en lui-même. Et derrière, ils vont essayer de se débrouiller par elles-mêmes pour tout ce qui est scénographie et location de mobilier ou des choses comme ça, parce qu'elles ont un budget plus limité. Et ce qui n'empêche pas d'avoir beaucoup de succès d'ailleurs derrière, parce qu'ils sont souvent capables de le faire très bien par eux-mêmes. Donc voilà, les besoins sont un peu différents selon le degré d'avancement de la marque, la taille de la marque, mais il y a du pop-up pour toutes les marques. Pour toutes les marques, c'est ça. En moyenne, quelle est la durée de location d'un magasin éphémère? Alors, ça va d'un jour à 9 mois ou même parfois un an, mais dans les faits, la durée moyenne est de 2 semaines environ par pop-up. Parce que vraiment pour le pop-up typique, même si je ne pense pas qu'il y ait de pop-up typique en quelque sorte, ça permet tout de même de drainer suffisamment de monde. Si on a un emplacement où il y a du passage, ça permet aussi aux gens qui passent une première fois de revenir si le pop-up est fermé ou s'ils ont d'autres choses à faire. Donc 2 semaines, c'est une bonne durée. Mais même des pop-up qui durent 2-3 mois peuvent être extrêmement intéressants parce que ça permet de créer un vrai lien avec la population environnante et de créer en fait une certaine envie aussi que la marque revienne par la suite pour de pop-up. D'accord. On parle là maintenant de Paris. En France, la ville de Paris est la plus active en termes de pop-up stores, mais tu as également précisé que la devanture devient de plus en plus étendue sur d'autres villes en France. Est-ce que Exactement. les Dis-moi, dis-moi. tendances en termes de location et de temps de location sont les mêmes dans les villes annexes que les villes, que la ville de Paris, ou bien est-ce qu'il y a une différence en termes de location de pop-ups dans les autres villes?
Alors, généralement, il n'y a pas de généralité parce que honnêtement, c'est extrêmement variable. Par contre, oui, on s'est rendu compte que même si la France est un pays centralisé, il y a énormément d'activités dans les villes du reste de la France et dans les grandes villes, mais même dans les plus petites villes. Et les marques ont bien senti et savent qu'ils doivent faire des tours un peu partout en France parce que la communauté qu'ils vont pouvoir trouver à Paris est différente de celle qu'ils vont pouvoir trouver à Bordeaux. Enfin, là, maintenant, on a même des demandes à Colmar, à Dijon, à Aix. Enfin, vraiment, il y a un tissu qui est extrêmement intéressant pour le pop-up store et un maillage qui est extrêmement intéressant. Après, sur les durées, généralement, ils vont faire un peu le même type d'événement. Il y a deux possibilités. Soit il y a vraiment un flagship qu'ils vont lancer à Paris et des petites boutiques dans le reste de la France. Dans ce cas-là, le flagship va durer un peu plus longtemps, peut-être. Je crois que ça coupe. Je t'entends, mais je pense qu'il y a un petit bug technique en termes de réseau, de signal. Hop, on entend. Je t'entends pas. Allô, allô? Ça coupe. Non, je ne t'entends pas. On attend une petite minute. Je pense que peut-être les autres nous entendent, mais Pierre. Hop, donc je vais refaire la manip et inviter Pierre-Luc pour continuer cette discussion sur les pop-ups. Voilà, C'est bon? c'est bon. Super. Bon, et donc, L'image avait vraiment frisé sur une image superbe de moi-même. C'était horrible, je me voyais. Mais bon. pas de souci. C'est bon. Maintenant, on peut donc continuer avec ce qu'on disait, les tendances dans les petites villes. Et on disait justement que une marque peut avoir un flagship parisien et plusieurs pop-up ailleurs. Exactement. Et dans ce cas-là, s'ils ont un flagship à Paris, il va en général avoir une durée un peu plus longue Mhm. que les lieux dans le reste de la France. Par contre, on a également des marques qui fonctionnent uniquement au pop-up partout à travers la France. Donc, notamment les marques de vente de plantes, enfin, voilà, vous voyez, plantes pour tous, Maison Bouture, ce genre de marques, qui fonctionnent sur le même modèle. C'est toujours 3-4 jours, un week-end, et ils vont partir partout en France et faire ce type d'événement. Et en fait, ils fonctionnent de la même manière. Et donc, dans ce cas-là, ça ne va pas changer que ce soit à Paris ou dans le reste de la France. Ce qui va changer, par contre, effectivement, c'est en général le tarif de location. Donc, D'accord. plus la ville est grande, le tarif de location est élevé. Et il y a des différences, effectivement, entre les villes. Très bien. Je pense que après 2 ans et demi, tu as vu plusieurs marques et que tu as aussi vu que quelques marques ont mieux fonctionné et d'autres ont fonctionné moyennement et peut-être qu'il y a eu un échec ou des projets moins importants avec d'autres. Donc, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à une marque pour avoir un pop-up qui aura un succès très important? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est bien choisir l'emplacement. Comme je te disais, selon la communauté que tu as, il peut être vraiment utile d'avoir un emplacement premium. Si tu es une jeune marque, quand bien même tu as un budget limité, dans ce cas-là, peut-être choisir des périodes où il y a un peu moins de demandes, donc où le tarif va être un peu plus bas, mais choisir vraiment une rue passante et un numéro passant dans une rue. Parce que même dans les rues les plus connues, il y a des emplacements qui sont plus ou moins passants. Donc ça, c'est important. Et ne pas se dire, voilà, je suis près d'un emplacement passant, donc ça va bien marcher. Effectivement, si vraiment on compte sur le passage dans la rue, c'est la rue en elle-même qui compte. Ça peut se jouer à quelques dizaines de mètres. Donc ça, c'est extrêmement important. Et derrière, bien communiquer surtout sur son événement en amont. Donc communiquer sur les réseaux sociaux suffisamment tôt sans que ce soit trop tôt parce qu'après, sinon, la communauté a tendance à oublier quand l'événement a lieu,
parfois même essayer de passer devant la boutique et qu'elle n'existe pas encore, ou que ce soit une autre marque qui soit présente dans cet emplacement à ce moment-là. Donc ça, voilà, c'est être capable de communiquer dessus suffisamment tôt, mais pas trop tôt non plus, et de bien choisir l'emplacement. Et par contre, pour ceux qui ont déjà une communauté extrêmement importante, dans ce cas-là, ce qui va compter, c'est surtout l'atmosphère et l'environnement et l'événement qu'ils vont pouvoir créer dans leur pop-up. Et d'ailleurs, quand c'est des grandes marques également, donc type marque du groupe LVMH ou des grandes marques de haute joaillerie, dans ce cas-là, c'est vraiment, ils vont plus le voir comme un outil marketing. Donc finalement, le chiffre d'affaires réalisé dans le pop-up n'est pas extrêmement important. D'ailleurs, parfois, il y en a même zéro. Parfois, c'est juste des présentations de produits. Mais ça va être toute la communication qu'ils vont pouvoir avoir auprès des médias à travers ce pop-up store. D'accord. Euh, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire. Quelqu'un nous dit, tu peux pas passer devant quelque chose qui n'existe pas, impossible. C'est Joseph, Plein de bon sens. c'est ça. Plein de bon Oui, sens. Tout à fait. Par contre, les emplacements existent déjà avant le pop-up. Donc, généralement, on ne crée pas une boutique juste pour un pop-up. Donc, on peut passer devant l'emplacement, même si le pop-up store n'existe pas encore, l'emplacement existe déjà, a priori. d'accord. En fait, ce qui est très important dans ce business de pop-up, c'est le changement d'une rue d'une semaine à l'autre. On est en train de redessiner nos rues, les animer et injecter beaucoup de nouveautés tout le temps. Par contre, ce que je voulais demander, c'est l'intérêt, en fait, parce que c'est ce qui est toujours recherché à Paris, c'est l'intérêt des pop-up stores à aller s'installer dans le quartier du Marais. Et donc, est-ce que tu pourrais répondre pourquoi cet intérêt? Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que les marques cherchent dans ce quartier? C'est un quartier extrêmement actif, encore plus lors des périodes de Fashion Week. Là, en effet, on a des rues qui sont bondées, des clients internationaux qui viennent. Donc là, ça a énormément de sens dans ce cas-là. Mais même en dehors des Fashion Week, en fait, il y a beaucoup de commerces éphémères. Et finalement, les gens viennent dans le Marais assez régulièrement pour découvrir les pop-up qui y sont. Donc, quand bien même on n'est pas fan d'une marque ou on ne la suit pas sur les réseaux sociaux, on va pouvoir flâner dans certaines rues du Marais et découvrir ces marques-là. Donc, c'est vrai que c'est assez fréquent. Mais au-delà du Marais, il y a pas mal d'autres emplacements maintenant à Paris qui sont très intéressants, notamment rive gauche, vers Odéon, vers le Bon Marché aussi, Sèvres-Babylone, c'est un quartier qui est extrêmement actif. Rive droite toujours vers Batignolles. Je sais que tu avais eu Caroline Ray de 17h10 récemment. Donc c'est vraiment un des. Même s'ils avaient fait aussi un pop-up rive gauche, c'est aussi dans les Batignolles qu'ils ont le plus de succès et sur lesquels il y a vraiment leur clientèle. Donc non, il y a des quartiers de Paris qui sont différents et qui marchent bien. Et au-delà de ça, après, parfois, on peut même avoir des rues, comme tu disais, qui ne sont pas forcément très passantes, mais se dire que voilà, on a des clientèles qui habitent, par exemple, dans certains quartiers du 7e qui peuvent être un peu plus calmes. Mais si on vise une certaine catégorie socio-professionnelle ou alors certaines typologies de clientèle, dans ce cas-là, ça peut avoir du sens même de faire des pop-up dans ces lieux-là, qui seront en plus moins chers à la location généralement et qui vont quand même avoir beaucoup de succès si on a la communauté qui suit sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses qu'après cette situation inattendue avec le Covid, Je vois juste les les Batignolles. bâtiments, j'allais commenter sur ça. Et donc, merci pour tous les commentaires en tout cas et pour toutes les personnes qui sont avec nous. Donc, tu penses qu'après cette situation difficile imposée par le Covid, la Fashion Week va être plutôt... Je pense qu'il y aura cette tendance d'aller vers des Fashion Week virtuelles. Est-ce que cela va affecter en fait le business de la location de magasins éphémères pendant cette période? Alors, effectivement, il y a tout un mouvement en fait en ce moment dans le Marais de propriétaires d'espaces qui subissent vraiment de plein fouet l'annulation de la Fashion Week en juin, surtout.
Et nous, voilà, c'est nos partenaires, donc forcément, ça nous touche également, surtout que c'est des très beaux emplacements et que la Fashion Week est un événement très important. Après, sur la virtualisation de la Fashion Week, j'ai entendu notamment, c'était Yves Saint-Laurent qui communiquait beaucoup dessus. Je n'y crois pas totalement. Je pense pendant un certain temps, oui, et on sait, je ne peux pas dire, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas dire à quel point ce Covid va nous suivre dans les mois et les années à venir. Donc probablement pour un certain temps, il y aura un côté virtuel. Par contre, il y a aussi beaucoup d'effets d'annonce. Finalement, que Yves Saint-Laurent dise, voilà, maintenant, on ne va pas rester dans les dates qui sont prédéfinies de la Fashion Week, on va choisir nous-mêmes comment on le fait. C'est très bien, c'est extrêmement intelligent et ils sont très forts dans leur communication. Par contre, c'est un peu comme Sartre qui refuse le prix Nobel de littérature. C'est qu'on en parle encore plus parce qu'il a refusé le prix Nobel de littérature. Par contre, si quelqu'un derrière faisait la même chose, on en parlerait moins. Donc maintenant, les autres marques vont dire, ah oui, on va faire comme Yves Saint-Laurent. Ça sera juste de la copie d'Yves Saint-Laurent. Donc je ne suis pas sûr que vraiment ça va créer un mouvement tel que les Fashion Week disparaissent. Alors après, je suis peut-être biaisé, mais j'y crois pas totalement. Et je pense que c'est un événement qui draine énormément de monde et qui, pour les très grandes maisons type Yves Saint-Laurent, en effet, ils ont la capacité de vivre sans, peut-être, et de le faire de manière virtuelle. Pour plein d'autres créateurs, des très grands créateurs à en devenir, la Fashion Week est extrêmement importante, ça leur permet de se faire connaître. Et je pense qu'elle a de vraies vertus. Oui. On a un petit commentaire de Scarletta. Elle nous dit que les marques vont chercher à faire des événements plus confidentiels. Je pense que c'est vrai. Et qu'elle est plutôt optimiste pour les modèles des pop-ups. Bon, on est tous très optimistes parce que il y a beaucoup d'effets positifs, je pense, Oui, et plein de bénéfices pour n'importe quelle marque. Donc, je pense qu'il y aura de la créativité de la part des marques et une envie, en fait, de venir s'installer dans des pop-up pour présenter ou bien des événements ou bien des collections, même si ce n'est pas pendant la période X ou absolument. Y. Non, Pierre, non, complètement. Oui, dis-moi. Pierre-Luc, est-ce qu'il y a d'autres en fait commentaires ou d'autres idées importantes que tu aimerais partager avec nous, avec les marques, avec les personnes qui sont avec nous ce soir concernant les pop-up Oui, et alors, la devanture? ouais, ouais, sur le court terme, justement, sur comment s'est passée la période liée au confinement et maintenant le déconfinement, en tout cas en France, mais également dans les autres pays d'Europe, honnêtement, on a été assez étonné de voir le redémarrage, pardon, qui est extrêmement fort chez nous. Donc, on a deux typologies de demandes en ce moment. Soit des personnes qui veulent justement bénéficier d'emplacements à un tarif réduit et, sur juin, juillet, et qui ont besoin parfois aussi pour certaines marques de retrouver leur communauté, de vendre des stocks qu'ils peuvent avoir, Oui. mais également justement de bénéficier, comme je te disais, de ces emplacements-là. Soit des grandes marques qui, à partir de septembre, octobre, sont en train de planifier leurs événements et ils sont très fortes. Donc nos clients habituels, mais il y a également tous les clients qui normalement fonctionnent sur les grands salons. Et ça, malheureusement, on ne sait pas exactement pendant combien de temps ils vont être en suspens. Mais du coup, ils migrent vers le modèle du pop-up. Et voilà, c'est vrai que c'est une belle opportunité pour le pop-up. Comme le disait Joseph, ça permet aussi de faire vivre les communautés et les villes. Donc il y a de vraies vertus et on est assez positif et assez confiant sur la reprise pour le moment. Donc je touche du bois, mais il y a un bel avenir pour les pop-up stores. On l'espère. Un dernier conseil pour les consommateurs qui n'ont jamais essayé cette expérience de pop-up. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben, allez-y, allez-y. C'est toujours assez intéressant, même pour découvrir des marques qu'on ne connaît pas forcément, ou même pour vivre certaines expériences donc dans des pop-up qui ne sont pas vraiment liées à juste de la vente, mais à plus un aspect expérientiel pour des grands groupes. Je pense que c'est intéressant vraiment d'y aller, de se faire sa propre opinion, et on peut avoir de belles surprises, donc ouais, n'hésitez pas à y aller. Très bien. Une dernière question pour en terminer ce bel échange. Est-ce que c'est intéressant de faire un pop-up store pour une agence de communication?
Donc, il n'y a pas de vente de produits. On est surtout sur une exposition d'une marque de com, par exemple. Sur une marque de com, oui, bien sûr, parce que ça peut permettre de présenter ses services. Donc après, il faut essayer de bien choisir l'emplacement et de réussir à bien communiquer dessus. Je pense que voilà, quand on est une agence de communication, on est plus sur du B2B. Donc, il faut être capable de bien cibler la clientèle qu'on veut faire venir à son pop-up et peut-être faire des choses sur de l'invitation, sur le style d'invitation, des choses comme ça, pour faire découvrir son agence. Mais ça peut être tout à fait pertinent. Oui. Très bien, merci. Donc, on a les commentaires de Joseph. Merci, Joseph. Il t'invite à aller plutôt faire des projets au Liban. On en a besoin. Je l'espère, Joseph. Je l'espère. Un très beau marché. Pour les prochaines ouvertures de vente C'est des nouveaux ça. pays. C'est ça. Et un autre commentaire, en fait, d'une marque qui dit que c'est encourageant pour les petites marques. C'est vrai que les pop-up stores, je pense que tu as déjà expliqué à propos des marques plutôt qui font des collectifs et qui louent un pop-up à plusieurs personnes pour en bénéficier, je pense, des prix de location, mais ça devient aussi une tendance très importante. Exactement, exactement. Et bah, là, justement, Caroline Ray t'en avait parlé il y a quelques jours. Mais nous aussi, en fait, alors là encore, ça coupe. Je ne sais pas si on m'entend. Je t'entends, je pense. Ok. Donc, il y a le pop-up qu'on a ouvert le 11 mai. Bon, là, ça coupe. Donc, je vais essayer de demander à Pierre-Luc de nous rejoindre encore une fois, si possible, pour terminer notre petite discussion. Donc, ça coupe. Si je peux inviter encore. Et donc, je vais revenir avec vous dans un instant. Et voilà, on est ensemble. Et donc, Ok. on revient vers cette idée de collectif de marque. Mhm. Donc voilà, je disais, je ne sais pas quand est-ce que ça a coupé exactement, mais donc on en a un qui a été lancé dès le 11 mai avec toutes les mesures sanitaires, bien sûr, en vigueur à Bordeaux. Et c'est extrêmement intéressant pour des petites marques, pour mutualiser les frais et pour bénéficier finalement des communautés des uns et des autres. Donc voilà, pour se faire connaître, c'est tout à fait pertinent. Bien choisir par contre les marques avec qui on fait des pop-up, parce que plus que de savoir si voilà, il y a deux marques qui font des sacs à main ou des choses comme ça, c'est plutôt de savoir si on a à peu près de clientèle en termes de budget. Ça, c'est extrêmement important. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a aussi des marques qui ont fait des pop-up avec nous de manière mutualisée ou parfois de manière individuelle, qui après ont ouvert leur boutique assez récemment et qui maintenant veulent mettre un emplacement également dans leur boutique pour faire venir de nouvelles marques et passer à nouveau avec la devanture, mais du côté propriétaire. Donc ça, c'est aussi un bon signe de succès pour nous. Très intéressant. Merci beaucoup. Et Merci. Pierre, est-ce que tu aimerais terminer avec un dernier mot ou est-ce qu'on a fait le tour sur toutes les idées qu'on avait pensé à discuter ensemble? Alors déjà, je veux m'excuser pour ma coiffure, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller chez le coiffeur depuis la fin du confinement. C'est pour vous dire à quel point là, ça redemande. Donc très bien. Et au-delà de ça, n'hésitez pas à nous contacter, donc soit sur notre site, donc ladeventure.com, soit sur notre Instagram ou par quelques biais que vous voulez. Et on sera ravis de pouvoir discuter avec vous des projets pop-up. Il y a des belles choses à faire. Super. Merci beaucoup pour cette belle discussion, pour toutes ces informations et on espère que les projets à venir sont des projets super intéressants sur Paris ou ailleurs. Exactement. Partout en France et en Europe. Il y a de quoi faire. C'est ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Un plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.